pour les espaces verts. Et le programme tient en 3 mots: aérer, unifier, embellir. Pour cela, la ville va être entièrement repensée. L'idée est de restructurer Paris autour de 2 grandes percées, reliées par des voies concentriques, à partir desquelles rayonnent quelques grands axes en direction de la périphérie. Voilà pour le principe. Ce projet urbanistique d'une ampleur inégalée est alors planifié et il va, pendant 17 ans, transformer Paris en un véritable chantier. Des quartiers entiers sont éventrés et ces démolitions spectaculaires vont donner naissance à de larges avenues. Le plus souvent, ces percées sont conçues pour déboucher sur des monuments phares, des repères, situés aux intersections de ces nouveaux grands axes. Mais il y a parfois des ratés, comme lors du percement du boulevard Sébastopol. Une fois arrivé à la Seine, le boulevard ne débouchait sur rien, du moins sur rien de spectaculaire. Alors pour remédier à ce manque, à ce vide, Haussmann fait déplacer le dôme du tribunal de commerce alors en construction juste en face sur l'île de la Cité. Alors le bâtiment n'y gagne pas en élégance, mais l'effet est sauvé. Maintenant, traversons la Seine pour aller faire un tour sur l'île de la Cité. Au milieu du XIXe siècle, l'île n'est qu'un enchevêtrement de ruelles sombres et insalubres, héritées du Moyen Âge. L'état de délabrement du cœur de Paris est tel que Napoléon III et le préfet Haussmann décident de faire table rase du quartier. Des îlots entiers sont rayés de la carte pour faire place à une série de bâtiments administratifs ou publics. Tribunal de commerce, palais de justice ou encore caserne, qui est aujourd'hui la préfecture de police de Paris. L'Hôtel-Dieu, devenu trop exigu, est reconstruit plus au nord. Quant à la cathédrale Notre-Dame, un nouvel axe la relie aux 2 rives. Les immeubles qui l'entouraient ont été démolis et l'architecte Eugène Viollet-le-Duc travaille à sa restauration. Maintenant, regardez ce plan édité en 1864. Une grande partie des percées d'Haussmann y figure déjà, ainsi que plusieurs nouveaux monuments ou équipements publics. C'est le cas des nouvelles halles centrales, construites par l'architecte Victor Baltard. Ces 10 pavillons de fonte, de zinc et de verre serviront de modèle à de nombreux architectes du XXe siècle. Les halles Baltard, le ventre de Paris selon Émile Zola, seront démolies en 1971. Un des pavillons a été remonté à Nogent-sur-Marne, près de Paris. Une partie d'un autre se trouve au Japon et le reste a été vendu au prix de la ferraille. Mais Haussmann ne se contente pas d'aménager Paris ou de tracer de nouvelles voies. Il définit aussi les règles architecturales qui doivent s'appliquer aux bâtiments privés. Les nouveaux immeubles sont tous conçus pour mettre en valeur la perspective de la rue. Cet alignement parfait des façades, des balcons, des corniches va caractériser le style qu'on appellera haussmannien et donner à la ville sa grande unité architecturale. Maintenant, regardons les espaces verts. L'architecte et paysagiste Jean-Charles Alphand va doter Paris de 2 poumons en redessinant les bois de Boulogne et de Vincennes. Il complète ces aménagements par la création de parcs et de squares comme Monceau, Montsouris ou encore les Buttes de Chaumont. Au total, 1834 hectares d'espaces verts sont créés dans la capitale. Autre grand chantier de ce nouveau Paris, la gestion de l'eau et l'assainissement. Avant 1850, Paris est principalement alimenté par les eaux du canal de l'Ourcq, ouvert par Napoléon Ier. La qualité de l'eau est si médiocre qu'Haussmann écrit en 1852, je cite, « Cette eau est froide en été, chaude en hiver et louche en toute saison ». Fin de citation. Le réseau d'adduction est alors entièrement repensé par l'ingénieur et hydraulicien Eugène Belgrand. Et pour la première fois, un système de double distribution est mis en place. Un réseau pour l'eau potable et un réseau pour les besoins domestiques et ceux de l'industrie. Belgrand conçoit aussi un vaste réseau d'égouts de près de 600 km qui va même devenir un lieu d'excursion de la bonne société parisienne. Enfin, dernière pierre apportée au projet haussmannien, les transports, et plus particulièrement la création de la Petite Ceinture. La Petite Ceinture est une ligne ferroviaire longue de 32 km et qui a un triple intérêt, stratégique, commercial et urbanistique. Tout d'abord, elle permet de desservir les fortifications par l'intérieur, donc de sécuriser le transport des troupes et du matériel en cas de conflit.
Ensuite, elle relie les grands axes ferroviaires convergeant vers Paris et permet les échanges de fret entre ces réseaux. Et puis enfin, elle assure la liaison entre les anciennes communes annexées à Paris en 1860. On peut donc aller d'un bout à l'autre de la capitale sans la traverser. Les grands travaux d'Haussmann ne sont pas tous achevés lorsqu'éclate en 1870 la guerre franco-prussienne et un an plus tard une autre guerre civile, celle-là, la Commune de Paris. Le 23 mai 1871, Paris est la proie des flammes. Incendie des Tuileries, symbole du pouvoir royal et impérial, et le lendemain celui de l'Hôtel de Ville, dans lequel disparaissent les archives et la totalité de l'état civil. Les destructions sont colossales. L'Hôtel de Ville sera reconstruit 3 ans plus tard, tandis que le Palais des Tuileries sera rasé en 1883. Paris se relève lentement de ce traumatisme, et une fois de plus, c'est l'immigration provinciale qui assure une reprise de son activité économique. L'exposition universelle de 1889 va doter Paris de l'un de ses monuments les plus spectaculaires, la Tour Eiffel. Et puis une autre exposition universelle, celle de 1900, va faire naître la première ligne du métropolitain. Paris est alors la capitale moderne par excellence, la ville lumière. Elle compte 2 714 000 habitants en 1901, soit 450 000 habitants de plus qu'aujourd'hui en 2013. Eh bien, ces chantiers haussmanniens que nous venons de détailler ont fait naître et organiser l'urbanisme de ce Paris que nous connaissons aujourd'hui.